Chaque matin, à 8 heures précises, le précepteur Ben Khouja se présentait au palais numéro 17 pour enseigner à Al-Zino les préceptes du Coran et les règles à suivre pour un bon musulman. Al-Zino avait décidé de suivre les conseils de Fettah, de renier le christianisme et d'adopter l'islam comme unique religion. Le jour du rituel de la circoncision aura lieu le dernier vendredi du mois de Ramadan. L'événement sera marqué par l'organisation d'une grande fête à laquelle prendront part tous les raïs, les membres du divan, les aras et peut-être même le dey en personne. Ben Khouja était impressionné par les capacités d'assimilation du garçon. Je n'ai jamais connu un garçon avec un cerveau aussi lucide, aussi réceptif et si désireux d'apprendre, déclara-t-il à la Lalfina. Je ne pensais pas qu'un modeste fils du petit peuple puisse avoir de telles inclinations. Bof. Aldino continuait à apprendre l'écriture et la lecture à une vitesse surprenante. En quelques semaines, il apprit tout l'alphabet arabe. Il lisait couramment tout type de texte et il avait une calligraphie exceptionnelle. Allez, dis-moi mon garçon, tu viens d'une famille de haut rang, c'est ça? Demanda le précepteur un jour. À moi, tu peux tout dire. Ce n'est pas moi qui vais dévoiler ton secret. Même si ta famille payait une lourde rançon, pas un centime ne viendrait dans mes poches à moi. Vous me dites ça à cause du fait que j'ai appris à lire et à écrire? Si vous saviez. En mettant la main sur la bouche, il se mit à rigoler, content. Tu feras tes ablutions, puis je te passerai les vêtements neufs et le turban, dit Fettah. Mais où a lieu la cérémonie? Demande Aldino timidement. À Jamal Kbir, la grande mosquée. Sous les arcades mauresques, comme il convient aux personnes importantes, répond le raïs, en accompagnant ses paroles par une caresse sur la tête du garçon. Si quelqu'un te le demande, il faut bien préciser que c'est ton choix de renier le christianisme, que tu l'as décidé tout seul. Tu en tireras plein d'avantages, crois-moi. Pourquoi? Reprend Aldino. Parce que les renégats volontaires, les fameux bienvenus, reçoivent une attention particulière de la part des autorités. S'ils ont des qualités, rien n'est hors de leur portée. Et puis tu verras combien de gens seront là pour t'acclamer. Le barbier lui rase la tête, lui laissant juste une touffe de cheveux au-dessus de la nuque, et puis, tous ensemble, Fettah, Lalfina, Ben Khouja et Aldino, suivis à distance par le barbier, se dirigent vers Jamal el-Kbir, longeant les imposantes murailles qui dominent la baie d'Alger. Tout le monde était là, les raïs, les haras, les pachas. Il y avait même Hassan Venetiano, le dey d'Alger, et Jafar Pacha, le bey de Tlemcen. Vers la fin de la cérémonie, en retard à cause d'un imprévu, était arrivé même Ibrahim Ben Mohammed, le chef de la Taïfa qui, depuis quelques années déjà, grâce à son large pouvoir économique, rivalisait au prestige et au pouvoir d'influence avec le dey lui-même. Personne n'aurait osé manquer la cérémonie sacrée du fils adoptif du valeureux raïs Fettah Allah. Aldino est installé sous le portique, et sous les yeux de milliers de curieux, il fait les ablutions rituelles, met ses nouveaux vêtements et se couvre la tête avec le turban. Puis, l'index droit pointé vers le ciel, il récite la shahada, la profession de foi musulmane. Ashhadu anna la ilaha illallah wa anna Muhammadun Rasulullah. Le barbier, l'air solennel, ouvre un sac en peau de chèvre et prend le rasoir spécial et d'un coup sec et précis, il circoncie le garçon. Le sang gicle abondant et forme une petite rigole rouge sombre sur le marbre blanc du sol. Fettah prend le garçon dans ses bras et le présente à la ville en criant aux quatre vents. Ali Betchinin, ceci sera son nom. De la foule part une grande ovation suivie de scènes de joie dignes des grands triomphes militaires. Lalfina se penche vers le visage un peu abasourdi d'Aldino, Ali dorénavant, et lui murmure plein d'amour. Probablement, tu auras un peu de fièvre ce soir, mais je serai à tes côtés si tu as besoin de quoi que ce soit. Demain au réveil, tu te sentiras mieux et tu seras heureux, mon amour. Quel était donc ce nouveau concept? Ali avait entendu parler quelquefois de l'amour et du verbe aimer, mais ces vieux disaient que c'était des sentiments réservés
aux nobles et aux fillettes qui ne convenaient pas du tout à un jeune homme comme lui. Pour les gens humbles, les gens d'Aldino, sa famille, ses amis, il n'y avait pas de place pour ces inclinations lascives. Les énergies, toutes les énergies, étaient destinées au travail, au champ, à la famille et à élever les enfants, beaucoup d'enfants forts et en bonne santé si possible. La délicatesse, l'attention, les scrupules, le sentimentalisme avaient forcément cédé le pas à la dureté et à l'insensibilité imposée par la rudesse de la vie. Hein, Aldino, toi n'écoute pas ces sornettes. Laisse les bisous au petit seigneur. Ce n'est que perte de temps, disait le sage Domé. Pour tirer le chariot en avant, il faut se casser les reins et rien d'autre. Malgré ces avertissements répétés tant de fois, les paroles prononcées par la Lanfina trouvèrent un passage vers le cœur du garçon. Il en resta profondément troublé. Elles étaient arrivées tout droit, ces paroles, des naturels insolents. Et maintenant, avec ses peurs, comme seule la nuit s'étant suscitée, dans un monde lointain polluant de bruits inconnus, il allait aussi devoir faire face à l'entortillement des entrailles que suscite en lui une succession infernale de pensées, préoccupations et soupirs prolongés. Ali est mis en selle sur un cheval berbère. On lui donne une flèche dans la main droite et derrière lui se forme un cortège qui, avec toutes les autorités de la ville en première file, se dirige en direction de Dal Imara, salue la mosquée Ketchawa, traverse le souk en direction de Bab el-Oued et prend la direction du palais du Raïs. C'était une fête publique. Ali le renégat chrétien est porté en triomphe par les rues de la ville pour montrer au sujet du Dey d'Alger, en pérenne état de guerre contre les infidèles, que le djihad avait de nouveau triomphé. Ce fut une célébration à caractère d'ordalie. Les musiciens avaient pris place sur les portiques des entrées des habitations qui entouraient le patio. Le début de la fête est donné à l'unisson par un oud, un rabab et un mizoud. Sur une estrade placée au centre du péristyle, sous l'arc central, un nahawati, la tête enveloppée dans un turban indigo qui ne laissait voir que ses yeux, déclamait les gestes des corsaires, les batailles, les butins, les trophées arrachés aux infidèles. Des esclaves impeccables de discrétion et d'efficacité servent à chacun différents types de tadjin, couscous, bourrek et la shorba. Aux quatre coins du patio, des dames mauresques, statuaires dans leur mystérieuse élégance, préparaient des pichets de chef aux raisins secs, à la cannelle et à l'eau de rose et l'inévitable thé à la menthe avec des pignons. Les convives étaient tous des hommes. Les seules présences féminines, à part les esclaves, étaient représentées par la Lanfina, qui se gardait bien de se faire voir en public, et quelques filles d'ambassadeurs et de sultans arrivés de loin, qui, avec le prétexte de l'invitation à la fête, avaient profité de l'occasion pour amener leur famille pour un séjour dans cette ville d'Alger dont tout le monde rêvait. Ali choisit un lieu abrité du regard des présents. Il s'assit dans la doukana, posa son écuelle de terre cuite émaillée sur ses genoux, et en jurant en son intérieur attentif à ne pas se faire entendre, il grogne. Mais regarde un peu si c'est juste qu'un chrétien doive gesticuler autant pour pouvoir manger, ma belle cuillère. Il cherchait à picorer quelques grains de couscous en mouillant la cuillère de salive pour que les grains restent collés. Sa patience était à la limite et il était sur le point de renoncer quand il est interrompu par les paroles d'un homme qui avait assisté aux comiques tentatives du garçon. « Écoute Ali, le couscous se mange avec 3 doigts. Et tu sais pourquoi? Parce qu'avec un seul doigt mange le diable, avec 2 doigts mange le prophète et avec 5 doigts mange le vorace. Utilise les 3 premiers doigts, tu en as le droit. » Et il s'éloigne en riant bruyamment. Même le précepteur Ben Khouja, spectateur involontaire de la scène, qui avait eu des doutes sur l'origine du garçon, en voyant son comportement comique et innocent, prédit toute suspicion. Par la manière maladroite dont il utilisait ses mains pour manger, il ne pouvait être que d'une humble extraction. La fête continuait joyeuse et sereine. Les sons hypnotisants de la musique, à peine mis au monde par les instruments, voltigeaient légers dans la cour, et puis se perdait en dansant dans le ciel étoilé de la nuit algéroise.
De la mer arrivaient les cris sporadiques des mouettes et le va-et-vient reposant des vagues. La chaleur torride des heures diurnes avait passé la main à une brise légère, rendue encore plus fraîche par le jet d'eau de la fontaine du patio. Les lumières tremblantes des lanternes, en fer forgé du vestibule, créaient un jeu de lumière et d'ombre féerique. Les invités se rassemblaient spontanément en groupe, où les discussions allaient bon train. Les groupes étaient nombreux et chacun pouvait choisir de rester dans celui qui traitait un argument à son goût. D'un côté, on parlait de la décision du divan de transférer Dal Sultan à l'intérieur de la citadelle de la Casbah, lieu plus sûr et mieux protégé. D'autres énuméraient les dégâts provoqués par le tremblement de terre de l'année précédente. D'autres encore parlaient des effets bénéfiques d'une bonne alimentation sur la santé. Comme une abeille qui vole de fleur en fleur et s'insinue dans leur couronne pour en tirer le nectar, ainsi Ali, poussé par sa curiosité d'enfant, s'infiltrait dans les groupes de convives en s'abaissant vers le sol par un réflexe dû à ses inclinations naturelles à l'espièglerie. Il restait quelques minutes dans un groupe et observait les hommes qui le composaient des pieds à la tête, s'intéressant surtout à leurs expressions et gestes pour trouver un motif valable de rester dans le groupe. Si la discussion lui semblait un peu molle, il changeait de destination. Ce fut une erreur grave et nous l'avons payée cher, cher Mohammed. À Lepanto, nous avons péché par excès l'orgueil et les dizaines de milliers de victimes. Les centaines de navires perdus doivent être pour nous une leçon à apprendre. Un avertissement permanent pour la flotte d'Alger. Les chrétiens sont animés d'une nouvelle ardeur et je crains que, dans pas longtemps, ils se présenteront devant nos portes en force. Ali avait entendu les spectrales paroles de Hassan Venetiano. Personne n'avait osé répondre. Le prestige de ses vêtements, le pourpre du cheich, le cobalt du cafetan, l'émeraude des pantalons larges lui donnaient une aura surréelle. Le cimeterre, pendu au ceinturon au-dessus de la bande abdominale, décrétait en plus son autorité. Hassan communiquait avec une autorité paralysante, mais pas tellement pour son titre et le poste qu'il occupait. Son magnétisme était dû à sa voix caverneuse, au rythme lent et mélodique de ses discours, au langage nostalgique, à son regard pénétrant qui plongeait littéralement dans les yeux de son interlocuteur et l'obligeait, dans une silencieuse tension digne des défis chevaleresques, à abaisser le regard passivement. Il n'avait pas de manière visible. Il ne gesticulait pas quand il parlait. Il ne gesticulait pas quand il parlait. Il assumait une posture qui communiquait un sens total d'intrépidité qui pouvait rivaliser avec une divinité grecque. Les lèvres de la cicatrice qui lui traversaient la joue gauche, encore vive et partiellement recouverte par les poils drus d'une barbe pleine, brillaient comme une sinistre grimace chronique et donnaient un sens de cynique impiété. Hassan Venetiano renfermait en soi toutes les prérogatives d'un souverain respecté, craint et aimé, qui lui avait valu le nom de sultan de toutes les Casbah. Mohammed se rapproche du raïs et lui murmure furtivement 2 mots à l'oreille. Il se retire dans la skrifa. Mohammed prend la parole en premier. Écoute, Fatah. Malheureusement, j'ai su de l'épisode de la tentative de mutinerie durant la campagne à Poignard. Ton indulgence envers l'esclave rebelle était déplacée, mon cher. Rappelle-toi que nous sommes dans un état de guerre pérenne. Nous sommes des corsaires, nous. Je n'en suis plus capable, si jamais je l'ai été. Quand j'ai vu les yeux glauques de cet esclave, j'ai revu ceux de mon fils qui s'accrochait désespérément à la vie pour tenter de se soustraire à un destin aussi lâche d'inéluctable. Je te comprends, mais tu sais bien qu'avec un tel comportement, tu risques de créer un fâcheux précédent. Tu devrais peut-être tenir en mémoire les fameuses paroles de notre maître Hamidou. Quand vous montez sur un navire corsaire, remplacez votre cœur par une pierre. Tu t'en rappelles? Bien sûr que je m'en rappelle. Mais excuse-moi. Ce qui compte à la fin, n'est-ce pas le résultat de la campagne? J'ai ramené à Alger une multitude d'esclaves et un navire bourré d'or. Cela ne suffit-il pas? Et puis, tu sais bien ce que je pense. Je continue à dire que les esclaves sont des êtres humains comme nous et qu'ils ont juste
eu la malchance de se trouver au mauvais endroit et au mauvais moment. Ils méritent un meilleur traitement. Nous en tirerons bénéfice, nous et eux. Raïs, Raïs, aujourd'hui, ce sentimentalisme ne nous portera nulle part. Les chrétiens s'organisent pour prendre nos forteresses. Et nous, que faisons-nous? Nous nous comportons avec indulgence face à un acte de rébellion. Tu sais ce qui pourrait arriver? Tu le sais, non? Cet homme-là était un père, lui aussi, non? Il a été le fils de quelqu'un. Il devait avoir des parents, des amis. Non? Voilà. Tu vois, moi je pense aux souffrances de l'esclave, et je trouve juste sa rébellion désespérée. Je comprends aussi la souffrance de sa famille et de ses chers. Eux aussi ont le droit de ne pas souffrir. Raïs, Raïs. Fettah et Ali attendaient dans la srifa. Les invités commencèrent le long retrait du palais, détendus et satisfaits par la belle soirée à peine finie. Dehors, dans la rue, une nuée de bambins curieux attendait de voir à qui appartenait le dromadaire blanc, avec sur la selle un baldaquin à 2 places qui attendait devant l'entrée. Mais très vite, ils furent dispersés par un janissaire qui fit résonner en l'air 2 puissants claquements de fouet. Dans la confusion des salam alik, Ali ne réussit pas à voir qui était monté dans le baldaquin. Mais la réponse lui arrive très tôt. Un monsieur sur la tête. Ali, crie-t-il, tu as pu manger avec 3 doigts? Puis, sans attendre la réponse, il referme le rideau de la niche en riant de bon cœur. Ali est pris de surprise. Il n'eut pas le temps de répondre. Il put juste accompagner le dromadaire du regard pendant que celui-ci s'éloignait solennellement de son pas maladroit et ondulant. Mais sa légère surprise se transforme très vite en étonnement quand apparut devant ses yeux le visage d'une fille encadrée par un haïk de couleur mauve, fermé en dessous du menton par une main ornée jusqu'au poignet par des signes berbères dessinés au henné. Par un geste d'atavique coquetterie, la fille libère le fermoir de nacre et aux yeux d'Ali s'ouvre le rideau sur une bouche arquée et charnue qui trahissait une vague sibyllique esquisse de sourire. L'ovale du visage était immaculé, couleur ivoire, magnétique, comme celui d'une fée échappée de la toile d'un artiste. On ne voyait que son buste, comme une sirène. Ali resta ensorcelé par son chant muet, libéré par son regard troublant, qui le fixa pour un moment infini, avant d'être attiré par quelque autre détail insignifiant du paysage environnant. Elle était belle, comme Lucifer avant d'être chassé du paradis, tendre comme la rosée tremblante des matinées de printemps. Ali, ébloui par tant de charme féminin, demande: Raïs, qui est ce monsieur? Lui, c'est Ahmed Balqati, le sultan du royaume de Koukour. L'autre, la fillette, c'est sa fille, Lalla Lallaram.